Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Jérémy Bonneau. Je suis psychologue spécialisé en développement de l'enfant et de l'adolescent. Et j'exerce en libéral dans un cabinet sur Saumur. Et je suis aussi doctorant en psychologie du développement de l'enfant. Je fais ma thèse à l'université de Tours au laboratoire PAVEA avec un financement donc, de la part de l'IFCE, du Conseil scientifique, de la FFE et du Fonds de dotation Equiaction pour travailler auprès d'une population d'enfants atteints de troubles du comportement, donc qui sont en ITEP, en Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc l'objectif de ce petit webinaire de ce matin, c'était de poser la question et de commencer peut-être d'y répondre, en tout cas d'essayer d'y répondre. La médiation équine, pour qui, pourquoi? Parce que de par mon travail de recherche, on a essayé de commencer à travailler sur certaines variables, dont l'attachement, l'agressivité, l'impulsivité, la régulation des émotions et l'empathie sur ces enfants-là, sur ces enfants et ados. Et on a quelques résultats préliminaires sur des premiers petits échantillons qui nous font nous poser la question, effectivement, de savoir est-ce que la médiation équine fonctionne tout le temps, pour tout et pour toutes les populations. Et a priori, on a quelques petits éléments de réponse qui commencent à pointer le bout de leur nez. Donc, dans un premier temps, on va juste reprendre quelques définitions que j'ai trouvées assez intéressantes pour parler de la médiation. Donc, la médiation, de manière générale, c'est quoi? C'est l'entremise destinée à mettre d'accord, à concilier ou réconcilier des personnes, des parties ou des États. Donc, on a vraiment dans la médiation cette notion de concilier et réconcilier, c'est de mettre d'accord et de faire du lien, en fait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette nouvelle cette définition de la médiation animale de Sandy Belair, qui définit la médiation animale comme une relation d'aide à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel qualifié, concerné également par les humains et les animaux, introduit un animal d'accordage auprès d'un bénéficiaire. Donc on a bien cette idée du lien, on a bien cette idée de mettre un tiers entre le thérapeute et le patient, entre le thérapeute et la personne atteinte du trouble pour pouvoir l'accompagner. Alors l'intérêt de la médiation auprès de différentes populations, elle est plutôt connue. Donc dans toutes les médiations, tous les âges sont concernés. On peut comprendre, nous en tout cas par rapport à la psychologie du développement, les trajectoires de développement troublées donc, par le paradigme de la psychopathologie développementale. Donc ça, c'est un éclairage, c'est un prisme au travers duquel on comprend le phénomène de trajectoire, le phénomène de quelque chose qui s'installe, qui subit des modifications et dans lequel on doit s'adapter ou on ne s'adapte pas. Dans la vie, il m'arrive un souci, j'ai une difficulté, j'ai un problème particulier. Est-ce que je vais m'adapter et remonter ou est-ce que je vais devoir à mettre en place une prise en charge, une thérapie, quelque chose qui va m'aider à aller mieux, ou est-ce qu'au contraire, cette thérapie n'aura servi à rien ou j'en mets pas en place et du coup, j'ai une trajectoire de développement qui va plutôt s'infléchir plutôt que de repartir vers le haut. Donc, on a toutes sortes de pathologies qui sont liées à l'âge comme Alzheimer, Parkinson, etc., sur lesquelles on a des très bonnes données dans la littérature par rapport à la médiation. Donc, la médiation, ce qu'on a voulu appeler, nous, la médiation classique, il n'y a pas tellement de caractéristiques émotionnelles en commun entre la médiation, l'élément médiateur et la personne. En atelier cuisine, avec une casserole ou des aliments, on ne va pas forcément avoir de relation. Avec de la peinture ou de l'art-thérapie, pareil, ça va être quelque chose qui... On est dans ce qui s'appelle toujours une espèce d'entre-soi. On n'a pas forcément quelqu'un qui peut faire tiers et qui vient faire tiers. Et c'est ce que la médiation animale propose, à notre avis. Alors, il y a plein de médiations animales qui existent. Hein. J'en ai mis une petite liste là, chiens, animaux de ferme, dauphins, petits mammifères. Et celle qui va nous intéresser en particulier, nous, ce matin, de par le fait qu'on travaille avec l'IFCE et la FFE, et que c'est vraiment notre sujet de recherche, c'est les équidés. Alors, on a tenté de réfléchir à quels étaient les apports, les avantages de la médiation équine par rapport à la médiation animale. Donc, les avantages de la médiation animale, c'est la communication émotionnelle entre mammifères, et je vous en parlerai avec l'aide du modèle MIIHA, le modèle intégratif des interactions entre l'homme et l'animal, qui a été développé par une collègue chercheur de Le Constant et sa directrice de thèse, Madame Spitz. Et l'idée qu'il n'y a pas de situation de compétition entre les enfants. C'est-à-dire chaque enfant va avoir un petit peu son animal, sa relation privilégiée avec ce tiers, ce médiateur, et pouvoir développer une relation duel avec l'animal seulement. Il n'y aura pas de compétition entre les différents enfants. Moi, j'ai vraiment cet éclairage ce matin au travers de la médiation animale, spécifiquement la médiation équine, pour une population d'enfants et d'adolescents. Donc, j'ai resserré un petit peu l'étau. Je ne suis pas sur la médiation équine de manière générale. Et les particularités de cette médiation équine, à notre avis, prennent un petit peu racine dans la capacité à porter et à contenir l'enfant.
l'adolescent. Donc l'idée de handling et de holding, donc pour ceux qui connaissent ou qui ont entendu parler de ces deux concepts-là, parle de ce psychanalyste très connu, Winnicott, Donald Winnicott, qui nous dit que voilà, on a besoin de contenance, on a besoin d'être porté quand on vient d'arriver au monde. C'est ce qui rejoint Bowlby dans l'attachement, dans cette capacité de l'enfant à tout de suite s'attacher à son objet d'amour, à la maman ou au papa, et à avoir besoin de cette contenance, de cette espèce de sécurité externe comme ça qui vient border, qui vient sécuriser. Donc on retrouve ça dans le portage de l'animal, et l'idée de contenance, on la retrouve dans la taille et la posture qui est plutôt impressionnante au niveau du cheval et des poneys, et qui est très très importante à notre avis par rapport à cette population d'enfants et d'adolescents à troubles du comportement, qui sont souvent très, très explosifs dans la relation à l'autre, dans la régulation des émotions, et qui vont vraiment chercher le cadre en permanence. Là, a priori, le cadre, il est assez clairement posé dès le départ. On a un animal qui est puissant, qui a une posture, qui a un charisme naturel et qui vient positionner les choses. Alors, c'est de Luberzac, en 73, il nous dit ça sur le cheval. Il envisage le cheval comme ayant une existence bien réelle, un caractère inoffensif et une malléabilité. Il doit être réellement intermédiaire, permettant ainsi la communication et reformant le lien tout en conservant la distance nécessaire. Donc, dans cette phrase de Lubersac, ce que je trouve très intéressant, et je l'ai mis en gras, c'est que voilà, il doit être réellement intermédiaire. Donc, on a bien cette idée de le cheval médiateur. Et je ne dis pas le cheval miroir. On n'est pas sur cette thématique-là. Le cheval, il est médiateur. Moi, j'ose le dire parfois même, il est co-thérapeute, parce qu'il est dans le partage émotionnel, il est dans la compréhension des émotions de l'autre. Il permet la communication, reforme le lien. Donc, il permet d'expérimenter à nouveau un lien authentique, un lien sécure, tout en conservant la distance nécessaire. Et ça, c'est tout le travail thérapeutique, c'est d'être à la bonne distance. C'est ce que moi, j'appelle dans la thérapie avec les enfants et les ados, la distance utile, la distance efficace. Donc, les effets positifs de la médiation équine sont connus sur plein de populations. Je vais passer assez rapidement. Donc, on a pas mal de travaux qui ont été réalisés par Madame Amery, qui est présente d'ailleurs, je l'ai vu dans la liste des participants. Bonjour Laurence. Donc, elle a travaillé sur la régulation émotionnelle sur des enfants atteints de troubles du spectre autistique. On a des résultats très, très positifs sur une amélioration sur les troubles cognitifs et sur la psychomotricité des enfants et des adultes avec déficience intellectuelle. On a quelques données comme ça dans la littérature sur les troubles du comportement et la santé mentale, mais bon, c'est une étude où c'est assez général, c'est un index de développement global qui est mesuré, donc c'est pas très précis. Et on a une étude de cas sur les troubles du comportement chez des adolescents délinquants en France en 2018, mais très très souvent, c'est plutôt des études de cas. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas forcément de modèles ou de données quantitatives. Donc, pour ce travail de thèse, on a choisi, alors je vais essayer de mettre mon petit curseur. Donc, le modèle intégratif des interactions entre l'homme et l'animal, il fonctionne sur un principe neurobiologique développé par Panksepp, qui dit que tous les mammifères ont les mêmes systèmes émotionnels en commun. Donc, on comprend bien que si on a les mêmes systèmes émotionnels, la médiation est possible, la communication entre les deux mammifères est possible, que sont l'homme et l'animal, ici, l'enfant, l'adolescent et le cheval. Donc, on a le système de désir et d'exploration, on a le système de détresse de la séparation qui s'appelle panique, système de soins, care, de jeu, play. Lust, on ne l'utilisera pas parce que c'est le système du désir sexuel et ça active la séduction et l'acte sexuel, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément travailler avec les enfants et les adolescents, évidemment. Et rage et fear qu'on retrouve sur le système de colère et de peur, qui sont un petit peu, pour ceux qui ont quelques notions ou qui connaissent un petit peu le trauma, c'est ce qu'on va appeler les réponses de survie, donc les réponses très reptiliennes, très cerveau reptilien qui permettent de se défendre, de courir ou de se battre. Donc, on a bien un petit panel comme ça de 7 émotions, dont nous, on en prend 6 émotions, 6 systèmes émotionnels qu'on a en commun, qu'on partage entre l'humain, l'enfant, l'adolescent et l'animal, le mammifère, le cheval. Donc, comment ça fonctionne? On voit ici que play et care, donc le jeu et le soin, sont actifs chez le thérapeute, puisque le thérapeute prend en charge l'enfant. Il est donc dans l'échange social et les compétences psychosociales. Il active le soin, parce qu'il veut prendre soin de l'enfant. Le cheval, en réponse, du coup, en mirroring, en réponse, en contagion émotionnelle, ressent ça chez le thérapeute et connaît son médiateur, donc partage ces deux émotions-là et se dit, ben voilà, moi aussi, je suis dans le jeu et dans le soin. Et on voit chez l'enfant, qui était plutôt activé sur la rage et la peur, parce que peur de l'animal, peur de l'inconnu, peur de ce cadre que je ne connais pas, des enfants qui sont, je vous l'ai dit, plutôt très, très explosifs, ils pop assez vite, en fait. Hein. La moindre frustration, pouf, ils ont une régulation émotionnelle de type explosion émotionnelle. Et on voit que ces deux plots vont s'abaisser
que la détresse de séparation, panique, va s'activer. Donc la détresse de séparation, on l'a vu rapidement, c'est l'idée de la proximité, de se rapprocher du congénère, de l'individu, de l'autre pour être en sécurité. Donc ça s'active. Panique va s'activer pour travailler le rapprochement de l'enfant. Et play va commencer à se développer, ce système émotionnel va commencer à émerger chez l'enfant pour rentrer un petit peu dans l'interaction, dans cette triade, dans cette co-régulation entre le thérapeute, le patient et le cheval. Et on voit que Seeking va très très largement s'augmenter là sur ce modèle-là, avec l'activation de la recherche de proximité, puisque panique, la détresse de séparation diminue. Je peux créer la relation, je peux créer la connexion et l'interaction à l'autre. Donc on voit bien comment là, le cheval, il est, à mon avis, clairement un co-thérapeute, un partenaire de soins vraiment plutôt efficace à ce moment-là. Donc comment on a voulu construire ce projet de recherche et comment, à notre avis, il faut comprendre l'interaction entre l'homme et l'animal et le fait que l'équithérapie, la médiation équine, pour répondre à cette question pour qui, pourquoi, il a fallu qu'on mette en place des variables, qu'on mesure des variables. Donc, on a bien ce modèle qui nous permet de comprendre l'interaction entre l'homme et l'animal, l'équithérapie. Donc ça, c'est la prise en charge qu'on va mettre en place. Par le biais de l'activation des systèmes émotionnels, puisqu'on sait qu'on a les mêmes systèmes émotionnels, on sait que c'est par cette entrée-là, c'est par ce mode-là que la médiation va être possible. Et donc, on va essayer de travailler sur la maltraitance, la négligence, les troubles neuraux, les pathologies diverses, accidents, etc. Donc ça, c'est tout le panel de problématiques qui peuvent avoir un impact négatif sur une trajectoire de développement. Et nous, l'hypothèse, la grande hypothèse, peut-être même l'affirmation qu'on pose aujourd'hui un petit peu, c'est de se dire que s'il y a de l'équithérapie, s'il y a de la médiation équine, du soin et qu'il y a une prise en charge, j'ai volontairement dessiné la trajectoire développementale comme quelque chose de pas du tout linéaire, mais quelque chose de plutôt circulaire comme ça, qui subit des problématiques, qui subit des difficultés, qui subit de la maltraitance, de la négligence, des coups, du trauma. Et les enfants en ITEP sont des enfants qui ont vécu pas mal de choses comme ça, puisqu'ils sont sur des parcours de protection de l'enfance. Donc, on aurait tendance à se dire que s'ils sont pris en charge et si éventuellement l'équithérapie, la médiation équine a un effet, elle a un effet positif. Et du coup, ça permet de reprendre cette trajectoire de développement vers quelque chose qui monte et qui augmente de manière non linéaire, évidemment, puisqu'on a des problèmes dans la vie. Mais c'est le paradigme de la psychopatho-développementale aussi qui nous permet de comprendre que c'est pas tellement ce qui m'arrive, le problème, c'est quand est-ce que ça m'arrive et combien de fois ça m'arrive. Donc, il y a cette idée du timing, de la fenêtre développementale à laquelle la chose se produit, le trauma se produit, et le phénomène de répétition, d'accumulation. Donc, comment je m'adapte à l'expérience de vie en ayant des problèmes, voire des problèmes qui se répètent. Et donc, on pense que sans équithérapie, sans médiation équine, sans soins ou sans prise en charge, éventuellement, effectivement, il n'y a aucune raison que ça aille mieux. Donc, les perspectives de recherche sont vraiment dans cette question qu'on a posée. Et un défi de la recherche aujourd'hui, à notre avis, ce serait de déterminer la pertinence du choix de la médiation selon les caractéristiques cliniques de chaque population. C'est-à-dire en fonction de la problématique et du trouble qu'on prend en charge, est-ce que, à la lumière du paradigme de la psychopatho-développementale et en comprenant le paradigme de la psychopatho-développementale et du modèle intégratif des interactions animales, on se pose la question pertinente de se dire, est-ce que aujourd'hui, dans telle situation avec telle pathologie, la médiation équine est pertinente ou pas. Et parfois, s'il n'y a pas besoin, par exemple, de portage, si l'animal, en termes de relationnel, peut suffire, en EHPAD, on utilise beaucoup les chiens. Et les chiens font du très très bon travail et donnent de très très bons résultats. Pour terminer, nous, on a fait des mesures sur l'attachement chez les enfants. Donc, de manière préliminaire, on a des résultats qui sont très très positifs et on a des enfants qui se sécurisent plus, leur dimension sécurisation augmente. Et ils augmentent aussi leurs compétences de mentalisation, donc leur capacité de réfléchir et de penser leur trajectoire de vie et leurs expériences de vie de manière rétroactive ou projective. Et chose étonnante, sur l'agressivité et l'impulsivité, aujourd'hui, sur l'échantillon dont on a mesuré ces dimensions-là, ces variables-là, on n'a pas d'effet. La médiation équine, en tout cas, 12 séances de médiation équine ne permettent pas de produire un effet positif sur l'agressivité chez ces enfants-là et l'impulsivité. Donc voilà un petit peu la grande question qu'on se pose et à laquelle on va tenter de répondre. Et puis je vous laisse maintenant la place pour quelques questions ou des remarques, à savoir voilà, la médiation équine, pour qui, pourquoi, et est-ce qu'on doit de fait toujours penser que la médiation équine aura des effets positifs? A priori non. Donc voilà, proposer une prise en charge, oui, pertinente, c'est mieux.
et en se disant, voilà, la médiation équine, c'est un très bon outil, mais ce n'est pas non plus magique. Je vous remercie pour votre attention.